Bonjour, ravi de vous accueillir pour cette interview Fimeco Walter France. Aujourd'hui, un sujet qui nous tient particulièrement à cœur dans le groupe Fimeco, c'est l'optimisme. Et nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Yves de Montbron, le secrétaire de la Ligue des optimistes de France. Alors Yves, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Alors j'ai une première question, mais comment devient-on secrétaire de la Ligue des optimistes de France? J'imagine que c'est tout un parcours. Oui, c'est un parcours, mais en même temps, c'est le hasard, c'est les rencontres, c'est la chance, on pourrait appeler ça les opportunités remarquables de la vie. En fait, moi, je travaille depuis 30 ans avec un garçon qui s'appelle Philippe Gabillet, qui est un consultant, un auteur, un intervenant en entreprise et également prof à ESCP à Paris. Et en 2010, à l'initiative de Luc Simonet, un avocat belge, Philippe et France Roch ont créé une association en France qui s'appelle la Ligue des optimistes de France. Donc c'était plein d'enthousiasme, plein d'énergie, mais la structure était un peu légère à l'époque. Et Philippe m'a proposé de participer à l'aventure et de m'occuper dans un premier temps du site internet. Voilà, donc j'ai créé le site internet de la Ligue des optimistes de France. Et puis, pour faire connaître un petit peu cette association, j'ai mis au point un outil qui existe toujours, qui s'appelle la lettre optimiste, qui a été créée en septembre ou octobre 2011. Et aujourd'hui, il y a plus de 500 lettres, 500 messages, billets de blog qui sont aujourd'hui disponibles sur le site. Et donc, je le publie à raison de un billet qu'on appelle la lettre optimiste chaque semaine et qui est destiné à nos sympathisants. C'est-à-dire que tout le monde peut recevoir la lettre optimiste dans sa boîte mail. Aujourd'hui, on a plus de 33 000 destinataires et c'est comme une sorte de pastille de vitamine pour le moral en début de semaine pour voilà, montrer ce qui va bien, mettre le doigt sur les raisons de se réjouir, partager des bonnes nouvelles, etc. Et voilà, peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais il y a plein d'autres initiatives qu'on a prises pour faire connaître la Ligue des optimistes de France. Alors cette ligue, c'est une association loi 1901, c'est ça? Donc tu as parlé d'une lettre avec 33 000 sympathisants, mais il y a, j'imagine, un certain nombre d'adhérents et des délégués, et j'en connais bien notamment. Voilà, alors on a mis en place, après la création de la lettre optimiste, qui est gratuite et que tout le monde peut recevoir quand il le souhaite, on a mis en place aussi un système d'adhésion pour pouvoir générer un petit peu de ressources financières pour l'association. Et aujourd'hui, on a à peu près, je ne sais pas, 1500, 1600 adhérents à jour de cotisation. La cotisation est à 30 € par an. Et voilà, l'objectif, c'est de soutenir ce mouvement, de soutenir cette association. Et en 2018, on a effectivement mis en place un réseau national, puisqu'il y avait beaucoup de gens dans les régions qui nous écrivaient en disant « mais voilà, moi j'habite à Rennes, j'habite à Strasbourg, j'habite à Toulouse, qu'est-ce que vous pouvez organiser ?» Et donc notre idée, évidemment, le fondement de la Ligue des optimistes, c'est de diffuser une attitude mentale positive dans tous les compartiments de la société. Et donc on a commencé à identifier, recruter des délégués régionaux. Donc, toi, Jean-Marc, tu es délégué sur la ville de Saintes et le sud du département de la Charente-Maritime, qui est un département très, très étendu. Mais aujourd'hui, on a 44 délégués dans toute la France qui ont, depuis 2018, pris des initiatives, organisé des dîners d'optimistes, des conférences optimistes, des after-work optimistes, des soirées dans des librairies pour partager les lectures qui nous font du bien. Enfin, plein d'initiatives intéressantes, originales. Et depuis le confinement, beaucoup de nos délégués ont créé un petit rendez-vous par l'intermédiaire de Zoom ou de Facebook ou de YouTube. Certains participent à des émissions de radio, des émissions de télévision. Et on a mis en place, donc depuis maintenant le début du mois de décembre, ce que nous appelons les pauses optimistes. Et les pauses optimistes, c'est un jeudi sur deux, une émission de télévision en direct sur le web qui va de 12h30 à 13h15. Et tu as été le premier à inaugurer cette formule avec beaucoup de succès, beaucoup de gens qui nous ont suivis et qui étaient très intéressés.
Très bien. Bah, écoutez, on voit effectivement une association qui se développe depuis 10 ans avec énormément d'actions, avec des délégués qui œuvrent effectivement au quotidien. C'est une sorte d'évangélisation de l'optimisme dans notre pays, c'est un peu ça? Oui, c'est ça. En fait, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'en France, il y a plusieurs caractéristiques qui nous distinguent des autres peuples du monde. La première, on pourrait dire, c'est que dans toutes les grandes enquêtes internationales, en particulier l'enquête Gallup, qui est faite généralement à la fin du mois de décembre et qui est publiée au début du mois de janvier chaque année, ils interrogent des échantillons représentatifs de la population dans 51 pays différents en leur posant des questions assez simples. Par exemple, pensez-vous que l'année qui vient sera mieux, moins bien ou identique à l'année qui vient de s'écouler? Et depuis que moi je m'occupe de la Ligue des optimistes, c'est-à-dire depuis 2011, chaque année, la France est plutôt en bas du classement. On n'est pas les derniers, mais on est généralement dans les 4 ou 5 derniers pays les moins optimistes du monde. Et du coup, il faut prendre conscience du fait que nous vivons dans ce bocal sociétal-là et que les conversations du café du commerce, les discussions entre les gens, la formule que tu connais, c'est les gens qui se disent bonjour, comment ça va? Oh, comme un lundi. Voilà. C'est à mourir, quoi. Au début, c'était drôle, c'était un peu bon, c'était une pique, mais aujourd'hui, c'est devenu tellement ressenti. Bon, ça, c'est quand même un problème. Il faut faire très attention que on ne se laisse pas aller parce que voilà, on a des intellectuels, vous voyez, on a des intellectuels qui sont un peu en France des auteurs comme, je ne sais pas moi, Nicolas Bavrez, Alain Finkielkraut, voilà, qui sont quand même ce qu'on appellerait des déclinologues. Enfin, quand on les lit, c'est pas très drôle. Et donc, attention à cette propension que nous avons à voir le côté négatif des choses. Il y a une deuxième caractéristique en France, c'est que quand on dit qu'on est optimiste ou quand quelqu'un vous dit que vous êtes optimiste, ce n'est pas toujours considéré comme un compliment. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'analogie très vite qui se fait dans la tête des gens entre l'optimisme et le bisounours, l'optimiste et la mauvaise version de la méthode Coué, où il suffirait de dire que tout va bien pour que effectivement tout aille bien. On reproche un peu aux optimistes de porter des lunettes roses sur le nez, de refuser de voir que tout va mal, de prendre leur désir pour des réalités, etc. Et donc, il y a une sorte je dirais, de mépris ironique à l'égard des optimistes et une sorte de crédit d'intention, généralement, pour les porteurs de mauvaises nouvelles. Et donc on a un vrai travail à faire pour revaloriser l'optimisme comme une attitude mentale positive qui peut nous aider. Il y a une formule célèbre de Eric Emmanuel Schmitt, qui est donc un des fondateurs de la Ligue, qui dit « Quel dommage que l'optimisme soit si souvent confondu avec sa caricature ». Et il a raison, parce que finalement, quand on caricature quelque chose, quand on se moque d'une qualité, eh bien, on ne s'en sert pas, on la laisse sous le tapis, on la laisse dans un tiroir. Et je trouve que c'est dommage parce que, au contraire, l'optimisme intelligent, l'optimisme bien pensé peut être un avantage concurrentiel, surtout dans un monde où, effectivement, tout le monde a un peu tendance à baisser les bras. Donc, c'est quand même finalement une excellente nouvelle. Ça veut dire que tout le monde peut être optimiste à un moment ou un autre de sa vie. On peut tous le devenir finalement. C'est un état d'esprit, cet optimisme d'action très cher à la Ligue. Oui, c'est plusieurs choses. C'est-à-dire qu'en fait, les recherches en psychologie, en particulier qui ont été entamées dans les années 90 par le grand chercheur Martin Seligman, et qui a été suivi derrière par beaucoup de travaux de recherche, puisque Martin Seligman avait été président de l'Association américaine de psychologie, et donc à ce titre, il avait fait 2 mandats, donc il est resté président pendant 10 ans, et il a valorisé, financé, promu beaucoup de travaux autour de la psychologie positive. Et c'est intéressant d'ailleurs, parce que Martin Seligman était un spécialiste de la dépression. Mais bon, la psychologie positive, il a mis en évidence que, d'abord, il a pris conscience d'un truc incroyable, il raconte ça dans son livre qui s'appelle « La force de l'optimisme ». Il a pris conscience que finalement, depuis Freud,
la psychiatrie s'intéressait uniquement au côté négatif de la psychologie. C'est-à-dire, la psychiatrie a été inventée pour traiter les dépressifs, les malades, les suicidaires, les bipolaires, etc. Et Martin Seligman s'est rendu compte que finalement, la psychiatrie était hémiplégique, qu'on ne s'était jamais intéressé jusqu'aux années 90 à pourquoi nous allons bien, de quoi est composé notre bonheur, qu'est-ce qui fait que on peut entretenir, développer cette attitude positive. Et donc, il a ouvert tout un champ de recherche et, pour revenir à ta question, il a mis le doigt sur finalement trois ressources, on pourrait appeler ça des moteurs psychologiques qui sont à l'œuvre chez chacun d'entre nous et qui s'additionnent. Trois moteurs qui sont dans des endroits très différents. Le premier moteur, on va situer plutôt dans ce qu'on appellerait le cerveau reptilien, le cerveau primitif, c'est un biais cognitif d'optimisme. Un biais cognitif, c'est une façon biaisée d'interpréter la réalité. Et nous, les êtres humains, on a ce biais cognitif d'optimisme qui fait que on se lance dans des projets, Homo sapiens a conquis la planète, on est tout le temps en train de rêver à un futur meilleur, etc. Et ça, c'est vraiment typique de l'être humain, et les animaux n'ont pas cette capacité à se projeter positivement dans le futur. Le deuxième moteur, il est très différent, il est lui plutôt dans ce qu'on appelle le système limbique, c'est-à-dire c'est le cerveau des émotions, le cerveau de la mémoire émotionnelle, et cet optimisme-là, eh bien, il se construit au fur et à mesure de notre enfance, de notre adolescence, au contact des autres, de nos parents, des figures d'autorité, la façon dont nous digérons, nous intégrons nos propres vécus, nos propres expériences, et qui fait qu'aux alentours de l'âge adulte, vers 21, 22 ans, eh bien, nous avons élaboré un caractère, une personnalité qui est plus ou moins optimiste. Il y a des gens qui sont fondamentalement optimistes. Hein. Tu connais Jean d'Ormesson, Barack Obama, Nelson Mandela, on pourrait en citer d'autres. Je suis sûr que et vous en connaissez. pardon de te couper, ce sont des personnes qui nous font du bien, qu'on a plaisir à écouter, à entendre, à rencontrer surtout. Absolument, ce sont des personnes qui nous font du bien. On pourrait les qualifier de radiateurs positifs. Hein, des gens, on passe 5 minutes à écouter Jean d'Ormesson. Même aujourd'hui, on retrouve une vidéo sur YouTube et ça vous remet en piste pour la journée. Bon, mais malheureusement, des gens qui sont comme ça, pétris d'un optimisme naturel, il n'y en a que 5%. Bon. Donc, il faut que ça veut dire que c'est une bonne nouvelle, il y a une marge de progression. On va rester positif dans cette interview. Absolument, absolument. Et donc, cette qualité, cet optimisme de caractère, eh bien, il se forge au fur et à mesure de l'enfance et de l'adolescence. N'oubliez pas que, de toute façon, l'optimisme comme le pessimisme sont implantés dès la naissance dans le logiciel mental de tout être humain. Mais au fur et à mesure de son enfance et de son adolescence, il va plutôt privilégier la version positive ou la version négative. Et bien évidemment, les deux sont nécessaires. Mais il y a des gens qui ont plutôt un maître de maison intérieur qui est, je dirais, dirigé par un optimiste et puis qui a à son service le pessimisme en cas de difficulté. Et puis, il y a un certain nombre de gens qui ont leur maison intérieure dirigée par un pessimiste et ils ont un petit serviteur optimiste qui, de temps en temps, leur rappelle que la vie est belle. Alors, je disais, il y a trois moteurs. Donc, le troisième, c'est celui-là qui est probablement le plus intéressant. C'est un optimisme de volonté, c'est-à-dire un optimisme, comme le dit Alain Braconnier, un optimisme intelligent qui, lui, se situe dans le néocortex, c'est-à-dire la zone du cerveau qui est la zone des apprentissages, la zone de la connaissance, la zone des choix, la zone des décisions. Évidemment, le néocortex occupe la plus grande partie de notre boîte crânienne et donc cet optimisme-là, c'est celui qui est le plus à même de grandir, puisque les deux autres, ils sont plus ou moins figés. Et donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est que Martin Seligman considère que cet optimisme-là, cet optimisme de volonté, cet optimisme de décision, on pourrait même dire en ce moment cet optimisme de combat, c'est un soft skill, c'est une compétence qui se travaille. Et aujourd'hui, les soft skills sont valorisés de façon importante dans les entreprises, dans les recrutements, dans les formations, dans les postures managériales. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons en permanence, à tout âge, la possibilité d'apprendre et de développer nos connexions neuronales pour développer une posture plus optimiste face à la vie. Merci en tout cas de confirmer cette bonne nouvelle. On peut tous
prétendre être optimiste. Ce n'est pas une question d'âge, on est bien d'accord là-dessus. Absolument, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de regard. De toute façon, le pessimiste pense que le futur sera terrible, il le croit, il le partage, il le diffuse autour de lui, bon, c'est un peu plombant. L'optimiste croit que le futur sera meilleur et qu'on va pouvoir trouver des solutions et s'en sortir. Et il est évident qu'il vaut mieux parier sur le positif que sur le négatif. C'est quand même plus mobilisateur, c'est quand même plus entraînant quand on est… voilà, nous sommes tous des animaux sociaux, on est entre êtres humains et donc en tant que parents, en tant qu'enseignants, en tant que manager, en tant que dirigeant, on a une responsabilité, je dirais, motivationnelle à diffuser autour de nous. Alors nous sommes actuellement dans une crise sanitaire, économique sans précédent. Nous avons autour de nous des médias, des chaînes d'infos 24/24 qui nous annoncent que des catastrophes ou des mauvaises nouvelles à 90-95%. Et malgré tout cela, il faut rester optimiste. Alors nous avons des dirigeants, des managers qui nous écoutent, qui sont pour certains dans quelques difficultés. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour garder le cap, pour garder confiance en eux dans les semaines, dans les mois qui viennent? Je sais que c'est une question difficile, j'en suis conscient. Ouais, c'est une question difficile. Le premier conseil qu'on pourrait donner, c'est, comme tu viens de le dire, peut-être de faire une diète médiatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est environné en permanence par les médias, que ce soit par l'intermédiaire des chaînes de télévision classiques. Si vous regardez voilà, BFM TV, France Info, bon, à la fin de la journée, vous êtes bon pour le suicide, quoi. Et puis, quelquefois, on a aussi, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, des informations qui nous parviennent. Et puis, il y a même des gens qui ont activé des notifications sur leur téléphone ou sur leur boîte mail. Et donc, on ne peut pas échapper à cette espèce je dirais, de médiatisation négative permanente. Il faut bien comprendre une chose, je fais juste une parenthèse sur les médias, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'un média, une chaîne de télévision, un journal, c'est une entreprise. Et en tant que telle, elle a besoin de conquérir et fidéliser ses clients. Or, il n'y a rien de mieux pour conquérir et fidéliser des clients que des mauvaises nouvelles, des informations anxiogènes et des informations qui font peur. Pourquoi? Parce qu'il y a dans notre cerveau un autre biais cognitif qu'on appelle le biais de négativité. Je vous ai parlé tout à l'heure du biais d'optimisme, mais il y a aussi ce biais de négativité qui fait que, en tant qu'être humain, on est beaucoup plus sensible. Il paraît qu'on est 5 fois plus sensible à des informations qui contiennent un risque, une menace, un danger ou un jugement négatif. Quand vous dites à quelqu'un, là, ton travail est vraiment nul, je suis tellement déçu, eh bien, ça va l'impacter 5 fois plus que quand on lui dit bravo, je suis très content du travail que tu m'as livré. Et donc, voilà, il y a cette espèce de perméabilité de notre cerveau qui a été formidablement évoquée par un chercheur américain qui s'appelle Rick Hanson et qui dit, en fait, notre cerveau fonctionne comme du velcro pour le négatif et comme du téflon pour le positif. Donc, essayons, dans la mesure du possible, de nous éloigner de toutes les sources d'informations négatives. Et globalement, je pense qu'on peut juste lire l'équivalent d'un magazine comme 20 minutes une fois le matin et on a les informations essentielles de la journée. Voilà. Ça, c'est un premier conseil. Ça a l'air un peu idiot, mais je vous assure que c'est très important. Et c'est une façon déjà de se protéger, de protéger notre environnement des ruminations toxiques. Ça, c'est le premier point. Ensuite, pour continuer sur les conseils un peu pratico-pratiques, je pourrais dire que quand vous regardez autour de vous, il y a à la fois du positif et du négatif. Des raisons de se réjouir et des raisons de se plaindre. La médaille et son revers. La pluie et le beau temps. Les montées et les descentes. Le yin et le yang. Le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Vous voyez, tout est binaire. Enfin, on pourrait considérer que dans la vie, il y a ces deux dimensions. Dans toute situation, même si vous avez des choses qui ne vont pas bien, regardez par exemple en ce moment la bonne nouvelle d'il y a 15 jours qui était formidable, on a découvert un vaccin, c'est génial, puis 2, puis 3, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend dans les radios, les télévisions? C'est
oui, mais ce vaccin, est-ce qu'il n'est pas dangereux? Est-ce qu'il n'a pas des effets secondaires? Mais est-ce que les médecins sont vraiment sûrs? Est-ce qu'on ne va pas nous injecter des, je sais pas quoi, des capsules? Il y a une espèce de complot et les gens adorent finalement les complots. Les gens adorent croire qu'on va dans le mur. Les gens adorent croire que tout va mal. Donc Et, moi, oui. pardon, je te coupe, pardon, j'ai l'impression, surtout en France, encore une fois, par rapport à d'autres pays européens, si l'on en croit les sondages actuels. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que les Français, alors ça c'est très ancien, ça date très probablement je dirais, de notre culture cartésienne, vous voyez, où il faut rien croire qui ne soit démontré, prouvé, décortiqué, etc. Et puis il y a aussi cette vieille histoire que beaucoup d'entre nous connaissent, qui est le livre de Voltaire qui disait, enfin ce livre qui s'appelle Candide ou l'optimisme, dans lequel il y a le professeur Pangloss qui dit, après chacune des catastrophes qu'il traverse, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Comme quoi, l'optimisme est une espèce de béatitude complètement débile. Mais pour revenir au conseil, donc il faut faire attention que dans la vie, il y a toujours deux dimensions, ce qui va bien et ce qui va moins bien, le bon travail et le travail moins bien, les raisons de se réjouir et les raisons de se plaindre et de récriminer. Et c'est vrai qu'en France, on est plutôt tendance à récriminer, à être mécontent, à râler, à voir le mauvais côté des choses. Donc moi, mon premier conseil, enfin le deuxième après la diète médiatique, c'est ça, c'est quand vous recevez une information, essayez toujours de vous faire l'avocat de l'ange. Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Quelles sont les raisons de se réjouir? En quoi est-ce que cette information est porteuse d'une révélation qui va nous aider à faire face au réel, à être plus positif? Et dans tous les cas, il y en a. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le yin et le yang, le plein et le vide, etc. Et donc, c'est pratiquer une sorte d'exercice mental que j'appelle l'alternative positivante. Voilà. Dans toute situation, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est positif? Vous savez, depuis qu'on est tout petit, à l'école, on nous a enseigné, on nous a, je dirais, programmé en quelque sorte sur le négatif. On mettait en évidence dans nos dictées ou dans nos devoirs de maths tout ce qui n'allait pas. Depuis qu'on est tout petit, on nous demande de corriger nos défauts. Depuis qu'on est tout petit, on met le doigt sur nos erreurs. Même dans les entreprises, les entretiens annuels d'évaluation, c'est faire le point sur les zones de progrès. Alors, on n'appelle plus ça les défauts, on appelle ça les zones de progrès. Bon, moi, je crois qu'il faut capitaliser sur ce qui va bien. Il y a beaucoup plus de choses à progresser en s'appuyant sur ses points forts et en capitalisant sur nos talents, plutôt que d'essayer de compenser nos points faibles. Compenser nos points faibles, on fait ça depuis qu'on est tout petit, avec un succès tout à fait modéré. En revanche, des gens qui capitalisent au maximum sur leurs talents et leurs compétences, ils obtiennent des résultats absolument extraordinaires. Prenons les sportifs, prenons les artistes, enfin tous les gens qui réussissent n'ont jamais pris appui sur leurs points faibles. Ça, c'est une bêtise. Donc, on a les médias, attention aux médias, attention donc aussi à ceux qui nous entourent, hein, voir le bon côté plutôt que le mauvais. Il y a d'autres conseils pratico-pratiques qu'on peut donner aux personnes qui nous écoutent? Oui, on pourrait dire par exemple que moi je vois beaucoup de gens autour de moi qui sont mécontents du temps qui fait, du temps qui passe, des décisions qui sont prises par le gouvernement, des gesticulations de Donald Trump. Enfin, on a souvent tendance à se plaindre et à récriminer sur un certain nombre de domaines où on n'a pas de pouvoir. Et récriminer, se focaliser sur les zones où on n'a pas de pouvoir, ce qu'on ne peut absolument pas changer, ça porte un nom, ça s'appelle ruminer. Et ruminer, c'est extrêmement toxique sur le plan psychologique. Christophe André dit que ce sont des prédicats à la dépression. Donc, il faut faire très attention à ne pas se focaliser sur les zones où on ne peut rien. Et au contraire, essayer de se centrer sur les zones où on a du pouvoir. Qu'est-ce que je peux faire, moi? La première chose sur laquelle je peux agir, c'est mon attitude mentale, ma façon d'interpréter le réel qui m'entoure. C'est les décisions que je prends, c'est les chaînes de télévision ou les journaux que je regarde, c'est les personnes que je fréquente, c'est les domaines dans lesquels je cherche à me former, à me perfectionner.
c'est les relations que j'entretiens avec les gens qui sont autour de moi. Essayez d'éviter d'entretenir des relations avec les personnes toxiques, avec les personnes qui vous tirent vers le bas, les personnes qui sont jamais contents, les personnes qui sont tout le temps en train de récriminer, de râler. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient extrêmement toxique. On dit, vous savez, il faut faire attention à ce qu'on mange. En ce moment, il faut manger 5 légumes, fruits et légumes par jour, et puis faire de l'exercice, et puis pas manger trop gras, trop salé, trop sucré. Moi, je dis la même chose concernant ce que nous consommons à titre psychologique. Les informations, les gens qu'on rencontre, attention parce que eh bien, voilà, vous allez tomber dans une espèce d'obésité mentale toxique qui va vous mettre en panne. Voilà, ça c'est… Voilà. Finalement, pardon, on peut considérer aussi que on passe beaucoup d'énergie dans le négatif. Et c'est vraiment dommage. Si on passait cette énergie dans le positif, on serait dans un progrès, dans un état d'avancement vers du positif, parce que l'énergie consacrée au négatif, c'est énorme quand même, d'une manière générale. C'est ce qu'on peut constater. Absolument. Je vais te donner un exemple. Par exemple, pour des chefs d'entreprise. Un chef d'entreprise, un manager, un dirigeant, un entrepreneur, il a une équipe autour de lui et bien souvent, chaque semaine, parfois même encore plus fréquemment, on fait des réunions. On fait des réunions parce que justement, il faut traiter les écarts, ce qui ne va pas, le négatif, les clients mécontents, les factures pas faites, les clients qui n'ont pas payé, les produits non livrés, enfin bon. Et moi, je conseille un truc très simple, c'est que désormais, à partir d'aujourd'hui, vous allez commencer vos réunions, toutes vos réunions, par un tour de table des bonnes nouvelles de la semaine. Et on va demander à chacun, et vraiment ça fait partie du rituel, on commence la réunion par un tour de table où chacun doit prendre la parole et dire un truc positif sur sa semaine, sur sa journée, un client satisfait, une livraison qui s'est bien passée, une idée créative qui a permis de solutionner une difficulté, une satisfaction personnelle, une fierté personnelle, un remerciement à un autre membre de l'équipe qui nous a donné un coup de main. Bien sûr que le reste de la réunion, on va le consacrer aux raisons qui nous unissent, c'est-à-dire toutes les difficultés qu'il faut résoudre. Mais commencer une réunion ou commencer la journée, par exemple sur un paperboard, par les bonnes nouvelles de la semaine, qu'est-ce qui nous unit, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui est positif, je vous assure que ça peut donner une tonalité complètement différente aux relations à l'intérieur de l'entreprise. N'oublions jamais que si on travaille ensemble, c'est qu'on a des zones de convergence qui sont supérieures à nos zones de divergence. Ce qui nous unit est plus important que ce qui nous sépare. Et donc, quelquefois, on ne le dit pas, ce qui nous unit. Comme on ne dit pas à ses enfants qu'on les aime, je pense qu'il faut dire à ses collaborateurs qu'on est content de travailler avec eux, qu'on est satisfait de la façon dont le service, l'entreprise, le département fonctionne. Ça a l'air tout bête, mais commencer une réunion par un tour de table des bonnes nouvelles de la semaine, ça crée un climat, ça crée une ambiance qui est complètement différente de la réunion plombante qu'on peut avoir chaque semaine. Et ça marche en présentiel, mais également en distanciel. Ça va dans les deux. Absolument, ça peut marcher dans tous les cas. C'est une façon de s'auto-influencer positivement. En tout cas, merci pour cette technique d'animation de réunion positive qui va en intéresser plus d'un, j'en suis persuadé. Avant de terminer cette émission, une dernière question. Alors, je pense que le professeur Seligman avait dû étudier cela, c'est les bienfaits sur la santé de l'optimisme. Il me semble que être optimiste, ça réduit le stress, ça réduit d'autres éléments sur le corps, si j'ai bien compris. Oui, absolument. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur des cohortes de personnes pendant plus de 25 ans et qu'on avait sélectionnées comme étant optimistes. Donc, il y a un test qui existe qui permet de voir si les gens sont optimistes de caractère ou pas. Et on s'est rendu compte que les optimistes vivent plus longtemps que les autres, que les optimistes vivent en meilleure santé que les autres, que les optimistes ont une capacité de résistance au stress et à l'échec qui est supérieure aux autres. Et on comprend, parce qu'un optimiste, il dit si ça n'a pas marché cette fois-ci, je vais essayer autrement, je vais essayer une autre fois. Alors que le pessimiste, lui, il va le prendre comme
étant de sa propre responsabilité. Je suis nul, je n'arrive à rien, c'est même pas la peine que je réessaye, je suis trop mauvais. Alors que l'optimiste dit, ça n'a pas marché cette fois-ci, c'est pas grave. Ça marchera la prochaine. On va essayer autre chose. Tu connais cette formule qui a été dite par Nelson Mandela, il disait je n'échoue jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et donc voilà, si j'apprends, ça me permet de redémarrer sur une nouvelle façon de fonctionner, plus positive et plus optimiste. Et donc voilà, il y a une chose un dernier conseil qu'on pourrait donner à nos auditeurs, puisque tu parles de ces effets physiques de l'optimisme sur la santé, c'est qu'il existe, nous sommes des machines chimiques, hein, l'être humain est une machine chimique, indépendamment de sa psychologie. Eh bien, chacun d'entre nous, nous devrions, je dirais, comment on pourrait dire, toucher, ressentir, consommer notre dose quotidienne. La dose, ce sont les 4 lettres qui composent dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine. Voilà, ce sont les 4 énergies, les 4 sécrétions chimiques qui nous permettent d'être de bonne humeur, d'être joyeux, d'être heureux et qui sont générées par des activités toutes bêtes comme le sport, le rire, faire l'amour, la méditation et beaucoup d'autres activités qu'on peut faire en commun et qui vont exciter comme ça, sécréter ces endorphines et ces hormones du bonheur. En tout cas, merci d'avoir évoqué aussi ces conséquences médicales pour tout le monde. Moi, je suis convaincu que beaucoup d'auditeurs ont peut-être changé leur regard sur l'optimisme, sur la pensée positive. On peut probablement les inciter à aller sur le site de la Ligue des optimistes de France que nous mettrons à la fin de cette émission pour peut-être recevoir la lettre, déjà tous les lundis, qui fait du bien. Ce serait intéressant que chacun puisse la recevoir et que de plus en plus de personnes dans les entreprises et dans d'autres domaines, d'une manière générale, soient optimistes et positives. Merci Yves d'avoir répondu à ces questions. Vive l'optimisme, vive la Ligue, on va dire ça comme ça? Absolument. Vive l'optimisme et vive la Ligue. Bonne fin de journée à tous. Voilà la petite brochure, la petite plaquette qui symbolise notre action. Avec le joli sourire. En tout cas, merci Yves d'avoir répondu à ces questions. Et puis nous, chers auditeurs, on se retrouve prochainement pour une prochaine interview Fimeco Walter France. À bientôt. Au revoir.